Bonjour à tous et bienvenue au troisième cours du calcul formel. Et dans cette vidéo, nous allons parler des ordres monomiaux. Et donc, je rappelle que dans notre première vidéo, nous avions parlé d'une introduction à Singular. Nous sommes allés sur le site de Singular. Nous avons vu comment l'installer, comment faire les premiers pas. Dans notre deuxième vidéo, nous avons un peu manipulé les polynômes. Et dans cette vidéo, nous allons étudier les ordres monomiaux. Donc, nous allons regarder à quel moment un ordre est dit monomial. Cela nous permettra de comparer les monomes dans la notion des polynômes à plusieurs variables. Nous serons capables de dire, par exemple, entre x carré, y carré et x au cube y, ou bien xy au cube, qui est plus grand par rapport à un ordre donné. Et nous verrons que être plus grand par rapport à un ordre donné peut être plus petit par rapport à un autre ordre monomial donné. Donc, nous allons essayer un peu de parler de toutes ces histoires et voir comment est-ce que nous pouvons comprendre cela en utilisant notre ordinateur. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager les deux livres en tout cas que je recommande fortement. Ce sont des livres qui ont marqué leur époque en calcul formel. Et pour tous ceux qui font des bases de Grobner et autres, je pense que ces deux livres sont à lire sérieusement. Donc, je vais d'abord partager mon écran pour parler de ces livres-là avant de commencer à expliquer en suivant la logique de chaque livre. Donc, c'est parti. Donc, je partage mon écran, je viens sur mon bureau, il y a un dossier que j'appelle calcul formel. Je commence par ce livre-là. Alors, ce livre-là est un livre très important dont le titre est Ideals, Varieties and Algorithms. C'est un livre écrit par David Cox, John Little, Donald O'Shea. C'est un excellent livre de calcul formel. Ce livre a été utilisé pratiquement en tout cas, tous ceux qui font le calcul formel sont passés par ce livre. Et même ceux qui font la géométrie algébrique, ce qu'on appelle par Computational Algebraic Geometry, sont obligés de passer par ce livre aussi parce que ce livre vous donne des outils qui touchent beaucoup d'autres domaines en fait. Donc, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on définit les ordres monomiaux ici, les ordres monomiaux, j'allais dire, ici, et aussi aller regarder dans le livre de Singular Introduction to Commutative Algebra et essayer de comprendre les deux approches. Ensuite, nous allons toucher le tableau et terminer par l'ordinateur, par les applications. Bon, nous allons commencer, nous allons partir. Alors, euh, ici, nous commençons par la géométrie, algèbre, algorithme. On parle des polynômes. Donc ici, on nous parle de l'anneau de polynôme et de l'espace affine. Mais ça, c'est très intéressant. Par exemple, pour tous ceux qui font la géométrie algébrique, déjà en calcul formel, on manipule l'anneau de polynôme à plusieurs variables. Et la géométrie algébrique a un lien direct entre l'anneau de polynôme à plusieurs variables, parce que de l'anneau de polynôme à plusieurs variables, qui est un objet algébrique, je peux avoir un objet géométrique qui est l'espace affine. C'est-à-dire que si je prends le spectre, le spectre, c'est l'ensemble des idéaux premiers. Et si je prends l'ensemble des idéaux premiers de l'anneau de polynôme à plusieurs variables à coefficient dans un corps, ben, je trouve l'espace affine. Et quand j'ai un espace affine, je peux calculer ce qu'on appelle par son anneau de coordonnées. Son anneau de coordonnées me donne un anneau de polynôme à plusieurs variables. Donc, ce livre, ou bien le calcul formel, est très important aussi à tous ceux qui veulent comprendre la géométrie algébrique. Donc ici, on parle des variétés affines. Bon, variétés affines, OK, il y a une certaine topologie. Ça sera des ensembles fermés et des espaces affines, tout ça. On va parler d'une paramétrisation des variétés. Par exemple, il y a des courbes qu'on peut paramétrer, hein, un peu comme si vous avez une courbe que vous paramétrez par x égale à t, y égale à t carré, z égale à t cube.
Les équations qui vont découler de ça formeront une courbe qu'on appelle Twisted Cubic Curve, par exemple. C'est une courbe assez importante. Ici, on parle des ideals, les idéaux, mais de l'anneau de polynôme. Ici, on verra que l'anneau de polynôme est newtérien, et comme c'est newtérien, ça veut dire que tous les idéaux sont de type fini. Et donc, on va manipuler un peu les idéaux qui sont engendrés par un nombre fini d'éléments. Et puis, bon, voilà. Après, ici, on termine par le polynôme à une seule variable. Ah, c'est très important, en fait, le polynôme à une seule variable. Parce que le polynôme à une seule variable, l'anneau de polynôme à une seule variable n'a pas les mêmes propriétés que l'anneau de polynôme à plusieurs variables. Tout commence là. L'anneau de polynôme à une seule variable, l'ordre qui est imposé est bon. C'est un bon ordre, c'est un ordre monomial. C'est-à-dire que si vous avez x carré et x cube, vous savez que c'est x cube qui est plus grand. Voilà, on n'a pas, c'est un ordre naturel qui est là. Et cet anneau de polynôme à une seule variable est euclidien. Il est euclidien, donc on peut utiliser, comment on appelle ça, la division euclidienne qui donne un reste unique. On peut parler donc c'est euclidien, c'est principal, voilà, c'est factoriel. C'est un anneau qui remplit pratiquement toutes les cases. Mais quand on vient à un anneau de polynôme à plusieurs variables, ici cet anneau n'est pas principal. Et comme ce n'est pas principal, ce n'est pas euclidien non plus. Ça veut dire que la division euclidienne ne se fait pas d'un anneau de polynôme à plusieurs variables. Par contre, on peut définir un algorithme qui permet de diviser des polynômes, qu'on va appeler l'algorithme de division. Mais cet algorithme de division ne nous produira pas un reste unique comme dans un anneau euclidien. Dans un anneau euclidien, quand je prends A et B, ben, je peux trouver Q et R tel que A s'écrit sous la forme QB plus R et le R est unique, le reste. Mais par contre, et je peux le faire dans un polynôme à une seule variable, Kx, mais dans le cas de un polynôme à plusieurs variables, je peux trouver, j'ai un F et j'ai F1 jusqu'à Fs. Je peux écrire F sous la forme Q1, F1 plus Q2, F2, plus ainsi de suite jusqu'à plus R à la fin. Mais ce R-là n'est pas unique. Voilà, n'est pas unique. Et donc, ça donne deux chemins différents, d'où l'importance du calcul formel. Bon, ça c'est... Dans le premier chapitre, tout ce qui est ici a tout son sens, en fait. Une fois qu'on a compris tout ça, ben, c'est très intéressant de venir étudier les bases de Grobner qui représentent le noyau carrément du calcul formel. Voilà. Et donc, ce chapitre est consacré aux bases de Grosvenor. On va jusqu'à parler de l'algorithme de Buchberger qui permet de construire une base de Grosvenor. Après, ici, on voit des applications des bases de Grosvenor, on améliore l'algorithme de Buchberger. Et ici, on passe à la théorie de l'élimination. Cette théorie, bon, joue un rôle extrêmement important. Ça c'est utilisé pour beaucoup de choses, comme la résolution des systèmes d'équations polynomiaux, comme voilà, beaucoup d'autres applications en fait. Donc, c'est un livre dont chaque partie représente quelque chose de très sérieux. Et voilà, ici, on parle de la géométrie algébrique projective, dimension d'une variété. Finalement, voyez-vous, ça touche vraiment beaucoup d'aspects en fait. OK, mais en fait, ce qui nous concerne dans ce cours n'est pas de regarder tous les aspects de ceci, mais c'est de discuter de cette partie. Ordering on ceci, un ordre, donc l'ordre dans un nœud de polynôme à plusieurs variables. Nous allons cliquer ici, tac, et nous y sommes. Alors ici, on nous parle de l'ordre. Nous sommes ici. Nous voulons être capables de comparer des éléments x alpha, x bêta. Alors, je rappelle, c'est quoi x alpha, c'est quoi x bêta? Je vais peut-être couper d'abord le partage pour expliquer quelque chose au tableau. Je ne sais pas si tout est visible. Ah, on va essayer quand même. Alors, si je prends par exemple, est-ce qu'on n'aura pas peut-être besoin de plus de luminosité? Mais bon, c'est pas grave. Si je prends par exemple l'anneau K de x1 ou bien de x, y, z, comme ceci, ce qu'on doit se dire que les monomes de cet espace-là sont les x alpha 1, y alpha 2, z alpha 3, où les alpha i sont tous dans N, sont tous des entiers. Cela signifie que
ceci, pour définir un polynôme de ce type, j'ai besoin d'un triplet. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans Nn. Dans N3 plutôt. Ça veut donc dire que si je prends un autre polynôme x, bêta 1, y, bêta 2, z, bêta 3, je prends donc ce triplet. Et la question qui se pose entre les deux, qui est plus grand? Alors, dire que ce monôme est plus grand que celui qui est ici revient à dire que oh là là, dire que ce triplet est plus grand que celui qui est ici revient à dire que ce monôme qui est là est plus grand que celui qui est là, en fait. Et donc, c'est exactement ce que nous allons étudier ici. Maintenant, très souvent ici, on peut représenter par x alpha, où le alpha est le triplet qui est là, en fait. Ça, c'était des notions à clarifier avant de revenir ici, parce qu'en fait, quand on écrit x alpha plus grand que x bêta, ici, l'idée est de sortir un peu de l'esprit de la notion de polynôme à une seule variable. Le x alpha qui est ici ne signifie pas forcément x alpha, ça peut signifier x1 alpha 1, x2 alpha 2, et le alpha qui est ici est un vecteur qu'on prend dans Nn. Donc, c'est vraiment très important de comprendre la logique du livre. Alors, nous allons parler d'un ordre monomial. Alors, la définition 1 nous parle de l'ordre monomial sur kx1 jusqu'à xn, ou encore sur l'ensemble nn. Mais en fait, pourquoi on parle, parce qu'un ordre monomial, il sert à quoi? Il sert à comparer deux éléments. Ça veut dire que ça doit être un ordre qui est total. Parce qu'un ordre total, c'est un ordre qui permet de comparer, voilà, quels que soient les deux éléments qu'on prend, on peut les comparer par rapport à cet ordre. Donc, c'est d'abord un ordre total. Et dans ce livre-là, lui définit un ordre monomial comme un bon ordre. Un bon ordre signifie que, je vais d'abord effacer ici, arrêter ici. Un bon ordre, comment est-ce que je peux le comprendre? C'est que tous ces ensembles, muni de cet ordre-là à un plus petit élément. Donc, en quelque sorte, ce qu'ils appellent ici, ils disent qu'un ordre est bon. Bon, eux, ils appellent ça par global. Si x alpha est strictement supérieur à un pour tout alpha différent de 0,0,0. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que dans les bons ordres, enfin, je parle d'ordre global, hein, 0,0,0,0 ici est le plus petit élément. C'est-à-dire que x à absence, x1 0, x2 0, tout ça xn 0 me donnera toujours 1. Et tout ce qui est non différent de ceci donne quelque chose qui sera toujours plus grand que 1 en fait. Donc c'est un peu comme ça que je peux comprendre ça. Bien. Alors, à quel moment un ordre? Donc, vous vous rendez compte qu'ici, au lieu de travailler sur les monomes, lui travaille carrément sur n. Hein? Là, c'est n en fait. Donc, il dit qu'un ordre est monomial si c'est un ordre qui est total, si pour tout, si par rapport à l'ordre, je prends un vecteur alpha dans Zn, enfin dans Nn si vous voulez, je prends un vecteur bêta dans Nn, et je dirais que alpha est plus grand que bêta si, quel que soit le gamma que je prends dans Nn, alpha plus bêta est strictement supérieur à bêta plus gamma. Donc, en quelque sorte, il y a la stabilité par rapport à cet ordre, par rapport à la multiplication. Alors, ceci se traduit en termes de monôme. Le alpha ici représente x à la puissance alpha. Bêta ici représente x à la puissance bêta. Donc, dire que alpha est plus grand que bêta, c'est dire que x alpha est plus grand que x bêta. Alors, on dirait que x alpha est plus grand que x bêta si pour tout gamma que l'on prend dans Nn, x alpha plus gamma reste plus grand que, oh là là, x alpha fois x gamma, j'allais dire, reste plus grand que x bêta fois x gamma. Et donc, ici, on ajoute que l'ordre est bon. Mais la notion de bon ordre est relative parce qu'il y a d'autres livres qui considèrent un ordre monomial comme un ordre total qui vérifie la deuxième condition et qui n'est pas forcément un bon ordre. Et ça ouvre le chapitre, enfin, nous verrons cela dans le deuxième livre que nous allons regarder. Une fois que nous avons vu ceci,
on définit les ordres monomiaux que l'on peut utiliser en pratique. Alors, en pratique, ce qu'on nous dit, on vient regarder la définition 3. La définition 3 du livre nous parle de l'ordre lexicographique. Alors, l'ordre lexicographique, c'est un ordre, c'est l'ordre le plus simple à manipuler, mais qui est aussi très important, parce qu'en fait, il nous dit, si j'ai alpha, j'ai bêta dans NN, je dirais que alpha est plus grand que bêta par rapport à l'ordre lexicographique, c'est important de préciser. Si la première composante non nulle de la différence alpha moins bêta est positive. En fait, ici, ce qu'on est en train de me dire, pour dire que alpha est supérieur à bêta par rapport à l'ordre lexicographique, ce qu'on me demande est de faire alpha moins bêta. Je fais alpha moins bêta, j'ai un vecteur dont les composantes seront alpha 1 moins bêta 1, alpha 2 moins bêta 2, jusqu'à alpha n moins bêta n. Et j'examine si alpha 1 moins bêta 1 est positif, ça veut dire que alpha est plus grand que bêta. Je vais peut-être écrire ça au tableau pour bien expliquer ce que ça veut dire alpha moins bêta ici. Alors, prenons d'abord celui-là. Ce qu'on nous dit, c'est que si je prends alpha égale à alpha 1 jusqu'à alpha n, je prends bêta égale à bêta 1 jusqu'à bêta n, je peux calculer alpha moins bêta, qui sera alpha 1 moins bêta 1 jusqu'à alpha n moins bêta n. Alors, on nous dit que alpha est supérieur à bêta par rapport à l'ordre lexicographique, par rapport à ce livre-là. Si la première composante non nulle de cette différence est différente de zéro, est positive plutôt. C'est-à-dire que si cette quantité-là est positive, ça veut dire que alpha est plus grand que bêta. Maintenant, il se peut que cette quantité soit nulle. Si cette quantité est nulle, je passe à la deuxième quantité. Celle-ci, si elle est positive, c'est bon. Au cas contraire, en tout cas, si tout ça sont nuls, je prends la première composante non nulle. Si elle est positive, c'est que alpha est strictement supérieur à bêta. Mais en fait, ce que cette définition signifie est la même chose que de dire que alpha est plus grand que bêta par rapport à l'ordre lexicographique si je compare les composantes. Si la première composante de alpha i non nulle, en tout cas, si la première composante de alpha i est supérieure à la première composante de bêta i. Donc, ce que cette définition-là signifie est la même chose que de dire que par rapport à l'ordre lexicographique, si le monsieur qui est là est plus grand que le monsieur qui est ici, ça veut dire que lui, il est plus grand que celui-là et je n'ai même pas plus besoin de regarder ceux qui sont derrière ici. Maintenant, si lui, il est égal à celui qui est là, je passe à la deuxième, je compare et c'est ce que ça veut dire. Pour voir si on a compris, nous allons repartir dans le livre pour essayer un peu de retoucher les exemples qui sont là. Par exemple, ici, il donne ce monhomme, il dit que ce monhomme est plus grand que celui qui est là, parce que je l'appelle monhomme parce que celui-ci représente x, y au carré, z à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça représente x, y au carré, et ici, ça représente y au cube, z à la puissance 4. Donc, il nous dit que par rapport à l'ordre lexicographique, x, y carré est plus grand que y au cube, z à la puissance 4. Ça, c'est intéressant. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à l'ordre lexicographique, x, y au carré est plus grand que y au cube, z à la puissance 4, lui, il est plus grand par rapport à l'ordre lexicographique. Pourquoi? Parce que l'ordre lexicographique, nous comparons les premières composantes et on se rend compte qu'ici, il n'y a pas x. Et comme il n'y a pas x, ça signifie que le x, l'exposant du x là, peut être remplacé par 0. Et donc, pour l'ordre lexicographique, ce que je fais, je compare le 1 qui est ici et le 0 qui est là. Et comme 1 est plus grand que 0, j'ai gagné. Voilà.
Donc, cela signifie que x est plus grand par rapport à l'ordre des autres graphiques que y 100, z puissance 150. Si vous voulez, mettez tout ce que vous voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que le x qui est ici a pour exposant 0, je ne compare que celui qui est là et celui qui est là. Et je m'en fous un peu du reste là, en fait. C'est ça l'ordre lexicographique. Dans le mystère de l'ordre lexicographique, celui-ci, vous vous rendez compte que x est plus grand que y à la puissance 100 fois z à la puissance 150. Voilà, donc lui il dit que parce qu'il se rend compte que le un est plus grand que le zéro qui est là, on s'arrête là. Ou encore, tu fais la différence. Un moins zéro c'est un qui est là. Le premier machin non nul est celui qui est là, il est positif, donc on a gagné, lui, il est plus grand. Ou encore, on prend celui-là. Ici, on se rend compte que 3 est là, 3 est là, donc je ne peux pas comparer, je passe aux deuxième composante. 2 est là, 2 est là, je ne peux pas comparer, je passe à la troisième composante. 4 qui est ici est supérieur à un, donc le monsieur qui est là est plus grand que celui-ci. Ou encore, vous faites la différence, dire que lui, il est égal à celui qui est là, c'est avoir zéro en fait. 0, 0, 3, voilà. Donc, on se rend compte que par rapport à l'ordre lexicographique, 1, 0, 0, 0, 0, qui représente x, est plus grand que 0, 1, 0, 0, 0, qui représente y, qui est plus grand que z, et voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Bon, ben, nous avons parlé de l'ordre lexicographique. L'ordre lexicographique était un bon ordre, et c'est un ordre qui joue un rôle extrêmement important, mais cet ordre n'est pas seul. Euh, Bien que l'ordre lexicographique joue un rôle important, par exemple, c'est un ordre qui est impératif lorsque l'on veut résoudre des systèmes d'équations polynomiaux. Si vous voulez résoudre le système d'équations et des systèmes d'équations polynomiaux, l'ordre lexicographique est obligatoire. Parce que c'est l'ordre lexicographique qui va vous donner, qui va vous permettre d'utiliser la théorie de l'élimination. Voilà. Mais il y a l'ordre lexicographique gradué, qu'on appelle en anglais graded lexicographic ordering, ou encore degree lexicographic ordering. Et cet ordre est extrêmement important, surtout en géométrie algébrique. C'est vraiment, ces deux ordres sont à maîtriser clairement. Et cet ordre est appelé GR-lex. Et donc, ce qu'on dit, nous comparons deux éléments et ici, on calcule le degré. Alors, le degré est souvent noté comme ceci. C'est la somme des composantes. Donc, ce qu'on me dit, je prends alpha, qui est égal à alpha 1 jusqu'à alpha n. Je prends bêta, qui est égal à bêta 1 jusqu'à bêta n. Je dirais que alpha est plus grand que bêta par rapport à l'ordre lexicographique gradué si je calcule d'abord le degré de alpha. Le degré de alpha, c'est la somme de toutes les composantes qu'il y a dans alpha. Je calcule la somme de toutes les composantes qu'il y a dans bêta. Et donc, si la somme de toutes les composantes ici est supérieure à la somme de toutes les composantes là, je dirais que alpha est plus grand que bêta. Maintenant, il peut arriver que le degré de alpha soit égal au degré de bêta. Dans ces conditions-là, je compare alpha et bêta en utilisant l'ordre lexicographique. C'est un ordre très intéressant. Nous allons par exemple venir ici. Par rapport à l'ordre lexicographique gradué, c'est comme si je veux comparer ces deux éléments, je fais donc la somme de... Je calcule le degré. Donc j'ai un, 2, 3 qui me fait 6. Ici, j'ai 5. Donc le degré d'ici est plus grand que le degré qui est là. C'est que cette quantité est supérieure. Voilà. Maintenant, quand je passe ici, je calcule le degré. J'ai 7 ici. Et ici aussi, j'ai 7. Comme le degré qui est là est la même chose que le degré qui est là, ça veut dire qu'ici, je considère l'ordre lexicographique, je me rends compte que le monsieur qui est là est égal à celui qui est là, je ne peux pas comparer, je passe au deuxième composante. Lui, il est plus grand que celui qui est là, donc cette quantité est supérieure. Mais en fait, n'oubliez jamais que le premier ici représente x, y carré, z au cube. Là, j'ai x au cube, y, x carré, non, x au cube, y carré. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici est de remarquer que par rapport à l'ordre lexicographique gradué, ce monsieur est plus grand.
Mais si j'appliquais juste l'ordre des sous-graphiques ici, il allait être inférieur. Parce que le 1 qui est là est inférieur à 3 en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que lorsque mon nombre est supérieur à un ordre par rapport à l'ordre des sous-graphiques, si on change d'ordre, ou bien par rapport à un ordre monomial, si on change d'ordre, ben, on peut tomber sur quelque chose de différent. Et ça nous explique tout ça. Voilà. Et nous allons parler de l'ordre lexicographique gradué inverse. Ça, c'est aussi intéressant. Nous allons retoucher tous ces ordres-là en utilisant singular. Mais en fait, ici, on nous dit le GR, donc G rêve l'ex. On dira que alpha est plus grand que bêta par rapport à G rêve l'ex si on garde la même logique, hein, si le degré de alpha est plus grand que le degré de bêta. Ou encore, le degré de alpha est égal au degré de bêta, mais la première, la dernière composante, la dernière composante non nulle de alpha moins bêta est négative. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la dernière composante, non, en fait, j'utilise l'ordre lexicographique en commençant par la droite. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, comment est-ce qu'on peut comprendre ça facilement? En utilisant cet ordre, on voit que lui, il est plus grand. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand on calcule le degré ici, on est à 12, alors qu'ici, on n'est qu'à 9. Donc, lui, il est plus grand. Mais ici, c'est intéressant parce que le degré donne la même chose. Ça nous donne 8 ici, 8 là. Et donc, comme le degré donne la même chose, je commence par comparer les dernières composantes. Et ici, comme lui, il est plus petit que celui qui est là, alors lui, il est plus grand que celui qui est là. C'est l'inverse, en fait. Ces trois ordres monomiaux sont extrêmement importants. Nous allons d'abord les pratiquer en singular. Avant de les pratiquer en singular, nous allons leur donner des noms. Alors, l'ordre lexicographique en singular s'appelle LP. P signifie Pure Lexicographic Ordering. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, donc, en singular, LP égale à ordre lexicographique. Donc, ce que le livre que nous avons vu tout à l'heure appelle par lex, en singular, nous noterons LP. Ce que le livre qui est là appelle gerlex, donc ordre lexicographique gradué, donc gerlex comme ça. Donc, nous utiliserons grand DP. Ce que ce livre-là appelle euh, G rêve l'ex, nous utiliserons petit dp en singular. C'est très important de voir, de retenir ça, parce qu'en fait, tout de suite là, nous allons ouvrir notre singular pour essayer un peu de comparer tous les monomes que nous avons vus. Donc, d'abord, je vais repartir pour recopier ces monomes, les écrire au tableau, et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut les représenter sur singular. Je vais d'abord les recopier parce que je ne les ai pas gardés en tête. Nous allons revenir ici en commençant par l'ordre lexicographique qui comparait 1, 2, 0 avec 0, 3, 4. Nous avons 3, 2, 4 qui comparait 3, 2, 1. Ensuite, nous avons ici 1, 2, 3. 1, 2, 3 qui était comparé à 3, 2, 0. Nous avons 1, 2, 4 qui est comparé à 1, 1, 5.
Et nous pouvons encore aller plus loin avec le Gerlex rêve plutôt. Nous avons 4 7 1 qui a été comparé à 4 2 3 et nous avons 1 5 2 qui est comparé à 4 1 3. Voilà. Donc, vous allez essayer un peu de manipuler toutes ces histoires-là sur Singular. Alors, pour Singular, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais, je vais aller. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas Singular installé, peuvent toujours aller dans le site de Singular et cliquer sur Try Online. Quand vous cliquez sur Try Online, vous pourrez faire ce que je vais faire. Alors, nous venons ici, nous ouvrons notre terminal et j'ai ouvert Singular et j'ai écrit Singular, 5, comme ça. Mon Singular est ouvert. Maintenant que c'est ouvert, je veux représenter ce qui est là, mais vous vous rendez compte que tout ce que j'ai écrit au tableau, c'est trois composantes. Donc, j'ai besoin de trois variables. Et pour Singular, ce qu'il faut, c'est commencer par définir l'anneau de polynôme à trois variables, x, y, z. Donc, je commence par écrire ring. Je l'appelle R comme ça. J'ai écrit 0 pour dire que je travaille dans un corps de caractéristique 0. Alors, j'ouvre des parenthèses pour mettre x, y, z, pour mettre les variables. Et ici, je veux commencer par comparer avec l'ordre lexicographique. Et l'ordre lexicographique dans Singular, c'est notre LP, petit LP comme ça, point virgule, et là, je suis là. OK. Alors, je vais représenter 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0, c'est le monome x, y au carré. Donc, pour reprendre ce monome-là, je mets poly f égale à, euh, x, oh là là, x, y au carré. Voilà comment je représente x, y carré. L'autre monome, c'est 0,34 est représenté par y au cube z puissance 4. Donc, je mets poly g égale à z au cube, z au cube, oh, y au cube, z à la puissance 4. Voilà, c'est en singular, je note ça comme ça en fait. Voilà. Et quand je veux comparer les deux par rapport à l'ordre lexicographique, en fait, c'est très simple. Je peux juste définir un polynôme h ici. Un polynôme h qui sera égal à quoi? Qui sera égal à f plus g. F plus g, c'est juste la somme de ces deux polynômes. Donc, quand je mets h comme ça, oh là là. Quand je mets h comme ça, h, puisque j'ai dit par rapport à l'ordre lexicographique, si vous écrivez un polynôme, il est automatiquement représenté en commençant par le plus grand. Ça veut dire qu'ici, on voit que le plus grand elle sera x, y carré par rapport à cet ordre lexicographique. Pour voir si c'est vrai, je peux dire lead monome. C'est pour dire j'ai besoin du monome le plus grand. Lead monome de h. Oh oh. Lead monome, je vais l'écrire. C'est là, c'est lui. OK. Et ici, j'ai aussi 3 2 4. Donc, je mets F, je le change en 3 2 4. Donc, ou encore, si vous voulez, je définis un autre polynôme, pourquoi pas H encore. Je mets 3 2 4. Donc, j'ai peut-être, je vais mettre x au cube, y au carré, z, plus x au cube, y au carré, z à la puissance 4. J'ai fait exprès de commencer par le plus petit par rapport à ce qu'on a vu chez l'autre là-bas. Et lui, quand je clique comme ceci, je vais à la ligne, je me demande pourquoi est-ce que ça traîne, ça cale maintenant comme ça. Quand je mets H comme ça, il me le classe par rapport au plus grand. Vous vous rendez compte que moi, j'ai fait exprès d'écrire ce monsieur ici, mais je me rends compte que par rapport à l'ordre lexicographique que j'ai là, ça ne marche pas comme ça.
par rapport à l'ordre lexicographique que j'ai ici, c'est lui qui est plus grand, donc il commence par le plus grand. Bon, maintenant, que se passe-t-il si je change d'ordre? Ce que je vais dire, si je définis un deuxième anneau que je vais appeler R1 égale à 0, toujours trois variables, x, y, z, LP comme ça? Non, je mets grand DP. Grand DP pour dire que je travaille par rapport à l'ordre lexicographique gradué. Alors, je vais redéfinir le H que j'ai eu de l'autre côté là-bas. Alors, tout dépend de vous. Vous pouvez un peu, parce que là, si je lui dis H ici, en fait, j'ai un retard. Quand je mets H, il dit que ce n'est pas défini. H is undefined. Et ce n'est pas intéressant parce que pourtant, j'ai défini H en haut ici. Et là, quand je mets H, il me dit H n'est pas défini. Pourquoi il n'est pas défini? Parce que j'ai changé d'anneau. Le H qui est là est défini dans l'anneau de polynôme qui est R. Mais dans le nouvel anneau que j'ai changé ici, mais il n'y a pas de H. Donc, quand je lui dis H, je dois mettre point virgule pour enlever le point qui est là, voilà. Il me dit que ton H n'est pas défini. Donc, ici, si tu veux travailler avec H, il faut que tu dises que H est un polynôme et que tu le définisses. Donc, je peux mettre poly H. Je mets comme ça. Je lui dis H, c'est quoi? Il me dit c'est 0. Parce qu'en fait, il ne connaît pas de H dans cet anneau-là. Donc, tout ce que je peux faire, je peux recopier le H que j'ai eu dans l'autre, dans l'autre polynôme. Je peux recopier le H que j'ai eu dans le premier anneau. Ça va me prendre du temps pour recopier ça. Ou encore, je peux faire appel à ce H-là. Donc, je peux dire, OK, H, c'est quoi? J'ai écrit IMAP. IMAP, c'est pour faire appel. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ce qui est là, IMAP, je fais appel dans ce qui est défini dans l'anneau R. J'ai écrit l'anneau R. Donc, ce que j'ai appelé H de l'anneau R, c'est celui que j'appelle H ici. Et quand je mets les choses comme ça, là, tout devient clair. Quand je tape point virgule ici, pas, il me ressort le H que j'ai défini là. Donc, c'est une façon de faire les choses. Et je vais juste attirer l'attention ici pour voir que, voilà, par rapport à l'ordre lexicographique gradué aussi, on remarque que le plus grand reste toujours celui qui est là. Et c'est normal parce que tu as 3, 2, 4 qui est plus grand que 3, 2, celui qui est là. Bon, voilà, donc c'est un peu normal. Et si on prenait par exemple celui qui est un peu délicat, euh, mhm. On va essayer un peu de prendre un 2 4 et un 5. Ça me donne, ça c'est intéressant parce que c'est 7 7 mais voilà. Donc ici, je vais définir un polynôme f, si vous voulez, qui sera x, y au carré, z à la puissance 4 plus x, y, z à la puissance 5. Alors regardez un peu ce polynôme. Par rapport à l'ordre lexicographique gradué, on se rend compte que la somme des composantes ici, c'est 6, c'est 7 plutôt. Ici aussi, c'est 7, le degré. Mais en fait, donc, par rapport à l'ordre lexicographique gradué, ce qu'on fait, comme les deux ont le même degré, on va chercher à comparer par rapport au plus petit et par rapport aux composantes. Donc, j'ai F, ici j'ai X, les exposants de X sont les mêmes. Je passe à Y. L'exposant de Y ici est supérieur à l'exposant de Y qui est là. Et donc, je me rends compte que ce monôme-là est plus grand. Donc, quand je fais appel à F comme ça, quand je lui dis ressort-moi F, il me le ressort dans cet ordre-là parce que celui-là est plus grand que celui qui est ici. Bon, maintenant, si je veux comparer ces deux éléments en utilisant l'ordre lexicographique gradué inverse, c'est-à-dire ici, je dois définir un autre anneau que je vais appeler R2 par exemple, qui sera 0, X, Y, Z, virgule, petit dp. Petit dp signifie je travaille avec l'ordre lexicographique gradué inverse. Et donc, je veux faire appel à ce pronom-là, voir que pendant que lui, il est le plus grand monome par rapport à cet ordre, est-ce que ça reste le plus grand monome par rapport à l'autre ordre?
Donc, pour faire appel à celui-là, quand j'écris f comme ça, il me dit que je ne le connais pas. Je ne connais pas ton f. Il faut d'abord que je dise que non, mais f est un polynôme. Et comme c'est un polynôme, je vais faire appel au f qui est défini dans R1. Donc, je mets IMAP R1, qui est là nous, et F. OK. Là, on se comprend bien, on parle le même langage, le F, il est là. Et on se rend compte que le monôme de Mino n'a pas changé. Pourquoi? Mais parce que ici, on se rend compte que la somme, le degré est le même, c'est 7, 7. Et comme c'est l'ordre de la suite graphique inverse, on commence par regarder les, les exposants des dernières variables. Donc, comme le Z qui est 4 est inférieur à 5, ça veut dire que lui, il est plus grand. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on peut manipuler les ordres monomiaux. Nous ferons deux vidéos sur les ordres monomiaux. C'est la première vidéo. Peut-être qu'on devrait aussi comparer 1, 5, 2. Voilà. Et je prends ici poly G qui est égal à. Alors, 1, 5, 2 me donne x, y, 5. X, y, 5, z au carré, plus 4 signifie x puissance 4, x puissance 4, y, z au cube. Voilà. Et qui est plus grand par rapport à l'ordre de ce graphique gradué inverse ici, on se rend compte que la somme ici me donne 8. Ici aussi, la somme me donne 8. Intéressant. Donc, par rapport à l'ordre des graphiques gradués inverse, je dois commencer par les derniers. Ici, j'ai 2, ici, j'ai 3. Et comme 2 est plus petit que 3, c'est que le monsieur qui est là est plus grand par rapport à cet ordre. Et là, ça marche. Donc, quand je mets lead monome, je lui demande de me sortir le plus grand monome de f et de g plutôt. Il me le sort. Si je mets lead au f, je lui demande de me sortir le coefficient dominant, c'est-à-dire que le coefficient qui est devant le plus grand monome. Donc, il me sort que c'est 1. Je dis, bon, d'accord, lead exponent de G. Ce que je suis en train de demander, c'est un peu comme ce que représentait le livre de Cox qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de me sortir le vecteur qui est là. Il me le sort comme ça, c'est 1, 5, 2. Et je peux aussi faire quoi d'autre? Lead. Quand je vais lead comme ça, je lui demande le terme dominant, donc de me sortir le monome dominant et le terme dominant. Et son coefficient dominant, en fait. C'est celui que j'ai là. Bien. Alors, il y a un autre type d'ordre monomiaux que nous allons regarder, mais dans une autre vidéo. Hein, dans celle-ci, on s'arrête là. Et dans une autre vidéo, nous parlerons des ordres monomiaux comme avec poids. Alors, je vais peut-être faire une interprétation géométrique de pourquoi est-ce que ceci est important. Est-ce que c'est nécessaire? OK, on le fera dans la prochaine vidéo. Bien, merci d'avoir suivi et à très bientôt.